sommes à l'aube d'une révolution sans précédent. Ah, je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans. C'est pas utilisé par les criminels, ça? L'impact environnemental est loin d'être négligeable. On prépare une ICO qui va tout révolutionner. Ça va jamais marcher en fait. 21 millions. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 21 millions, l'émission Crypto-Pédago qui vous explique simplement le Bitcoin, les crypto-monnaies et la blockchain. Je suis Grégory Raymond, crypto-journaliste pour le magazine Capital. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Jamard, alias Starensen, le trader crypto francophone le plus connu et le plus respecté. Alors si vous souhaitez faire quelques coups sur les marchés, c'est probablement lui que vous devez écouter. Car en plus de son fonds de gestion crypto, il distille depuis quelques années des conseils auprès d'une communauté qui dépasse les 30 000 personnes sur Twitter, et il est également très actif auprès de la communauté CryptoFR, au sein de laquelle il a atteint un statut de demi-dieu. Il se murmure d'ailleurs qu'il aurait rendu quelques personnes riches, même s'il refuse de s'en attribuer le mérite. C'était très intéressant de le recevoir car on accuse souvent les traders de tous les maux de la finance et il nous donne l'occasion de mieux comprendre cette philosophie. Nous parlerons ensemble de la psychologie des marchés, des mécanismes qui participent à la formation des bulles et plus globalement de la spéculation. On se risquera même à évoquer la valeur que pourrait obtenir à terme un Bitcoin. Allez, bonne écoute. Bonjour Mathieu Jamard, bienvenue dans 21 millions. Bonjour, merci de me recevoir. Aujourd'hui, je reçois une personnalité un peu multicasquette. Il y a la façade publique mais discrète qui est Mathieu Jamard, donc fondateur du fonds de gestion B40Lux, et celle un peu plus connue dans le milieu crypto qui s'appelle Starensen et dont les conseils de trading sont particulièrement suivis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vous venez, enfin un peu qui vous êtes et présenter un peu vos différentes casquettes? Alors pour me présenter, j'ai envie de dire que ça fait 7 ans que je suis dans le Bitcoin de manière quotidienne et je travaille full-time là-dedans. 7 ans, c'est énorme dans les crypto-monnaies. Surtout que Bitcoin, il n'y a que 10 ans, quoi, donc c'est pas mal. Ouais, à l'époque, il n'y avait que Bitcoin quasiment. Donc j'ai pu voir évoluer un petit peu toutes les tendances qui ont émergé. C'est une aventure incroyable. Ensuite, j'ai une formation d'ingénieur et j'ai décidé en 2013 de démissionner d'une carrière d'ingénieur et de me lancer dans l'aventure crypto. Ce faisant, je me suis intéressé également au fonctionnement des marchés. En fait, on ne peut pas y échapper. À partir du moment où on a mis un doigt dedans, la valeur d'une crypto-monnaie comme le Bitcoin est très importante pour son fonctionnement. Donc on ne peut pas ne pas y prêter attention parce que c'est ce qui va garantir la décentralisation. Et donc moi, ça m'a beaucoup passionné et je me suis spécialisé finalement dans l'aspect financier des crypto-monnaies. Et j'en ai fait maintenant mon métier en lançant un fonds de gestion dernièrement. D'accord. Donc en fait, vous êtes un autodidacte, vous n'êtes pas du tout un trader professionnel qui l'a appris à l'école. Oui, c'est ça. Mon titre d'ingénieur, c'est chimiste. J'ai travaillé dans les télécoms et en effet, je suis totalement autodidacte. En fait, à la base, la finance, je pensais que c'était quelque chose d'inatteignable, qu'il fallait avoir des titres spécifiques ou faire partie d'un certain milieu, que c'était quelque chose qu'il fallait passer la porte d'une banque et savoir vraiment le cœur, le fonctionnement de cela. Mais en fait, de manière externe, on peut totalement apprendre comment ça marche, de manière autodidacte en effet. Est-ce que vous pouvez nous présenter maintenant votre fonds de gestion, B40Lux, que vous administrez? B40Lux, c'est un fonds de gestion qui permet d'offrir une exposition aux crypto-monnaies via un titre financier qui est issu au Luxembourg. Donc en fait, le but, c'est de profiter du secteur des crypto-monnaies, de profiter des hausses en évitant les baisses. Voilà, c'est ça. Donc on applique des stratégies qui marchent sur les marchés classiques depuis des décennies, qui est du suivi de tendance. Ça permet d'apporter à l'investisseur en fait une certaine quiétude. Et donc en gros, il sait qu'il est investi dans les marchés crypto. Et il sait que quand il verra qu'il y a eu un crash, il n'en fera pas partie. Donc ça lui permet de se reposer tranquillement la nuit. Et je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais outre les qualités qu'on énonce traditionnellement à propos du Bitcoin, la décentralisation,
le fait qu'on puisse se passer de banque. Il n'échappe à personne que là où Bitcoin a le plus réussi jusqu'à présent, c'est surtout à démocratiser le trading au plus grand nombre, la spéculation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je ne suis pas tellement d'accord. Oui et non, en fait. Donc, non, parce que on a toujours connu des phénomènes où le grand public a été attiré par des choses. Alors, on peut parler, par exemple, de la bulle Internet. Aux USA, ça a touché beaucoup de monde. Enfin, touché, ça, pas foncièrement mal, hein, mais beaucoup de gens se sont intéressés au trading. Internet était naissant, donc les gens ont commencé à spéculer sur des actions tech. On peut voir aussi d'autres bulles spéculatives qui sont apparues par le passé. Et oui, dans le sens où finalement, ça a fait quand même tomber des intermédiaires pour accéder finalement au titre financier, qui est donc le token Bitcoin. C'est vrai que à ce moment-là, il y a beaucoup moins de filtres que dans les marchés classiques. Donc, dans un certain sens, je ne pense pas que ce soit un phénomène totalement nouveau, la spéculation du grand public. Il y a eu les biotech aussi récemment. Beaucoup d'amateurs ont spéculé sur les biotech en 2011. Donc voilà, ce n'est pas totalement nouveau, mais il y a en effet un phénomène intéressant à observer, qui est des barrières qui tombent en fait. Et un peu dans le même sens, les partisans de Bitcoin assurent investir dedans car ça va leur redonner de la liberté. Or, beaucoup espèrent simplement faire une belle plus-value. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie dans Bitcoin, dans le milieu Bitcoin ? Alors, je ne pense pas que c'est spécifique au milieu Bitcoin. Certes, en fait, beaucoup de gens l'ignorent et c'est très marrant parce que comme j'organise des meet-up à Liège tous les mois, en 2017, on a eu beaucoup de monde qui sont venus. Et alors, j'ai un peu choqué l'assemblée en disant, vous êtes ici, c'est pas pour des raisons finalement si vertueuses, c'est parce que vous êtes intéressés quand même, de manière consciente ou inconsciente, mais voilà, il y a un intérêt, c'est parce que le Bitcoin est monté très fort, que vous êtes ici. Et donc, quand on dit ça, en effet, c'est assez difficile à comprendre pourquoi est-ce qu'on reçoit ce genre de remarques. Mais je fais ça de manière bienveillante, c'est pas pour perturber les gens ou être moralisateur, mais c'est leur faire comprendre que finalement derrière leur motivation, il y a en effet une motivation qui a un intérêt personnel à remplir. Je ne pense pas que ce soit mauvais, je pense que c'est une bonne chose, c'est un moteur social qui nous a fait progresser au fil des temps. Donc en effet, je ne pense pas mentir en disant qu'en effet l'intérêt personnel est très puissant derrière. D'ailleurs, après ça, quand on faisait ça le comble, il y a 3 mois, quand le Bitcoin était au plus bas, $3000, d'habitude on faisait 80 à 100 personnes au meet-up, et il y a 3 mois on était 2. Donc voilà, ça marque bien que le cours est corrélé finalement à la popularité du Bitcoin. Et il se murmure que vous avez rendu pas mal de personnes riches avec vos conseils de trading sur les réseaux sociaux et surtout au sein de la communauté CryptoFR à laquelle vous appartenez. Est-ce que c'est vrai ? Donc certainement. Mais je dois vraiment vous dire que je n'ai pas de contact à quiconque sur une quelconque réussite personnelle. Je pense que ça, et c'est tant mieux, je pense que ça doit regarder chaque personne de manière privée. Donc il n'y a pas de... Voilà, on ne m'en parle pas, tant mieux pour eux. En même temps, je n'ai pas nécessairement énormément de mérite. À partir du moment où on était investi dans les crypto-monnaies avant 2015, on va dire, le secteur a fait x100, x1000, ça dépend un peu comment on le regarde. Donc voilà, je pense, je suis peut-être pas étranger à ce succès-là, mais c'est qu'une toute petite partie de cela. Parce que pour y traîner un peu sur cette communauté, moi je vois que vous avez énormément de fans. En tout cas, je pense que vos conseils ont un petit peu marché. Hein. Oui, voilà. Donc, en fait, pourquoi est-ce que je fais ça ? Donc, on a parlé d'intérêt personnel récemment. Je dois aussi avouer que je le fais aussi de manière pour remplir un certain intérêt personnel. Je m'explique. En fait, comprendre quelque chose de manière autodidacte, c'est déjà quelque chose. Et ensuite, si on peut le retransmettre, en fait, c'est un exercice qui est très intéressant à faire parce que finalement, on doit compiler tout ce qu'on a appris. On doit le repackager et puis voir si finalement on arrive à transmettre ce qu'on a appris. Et donc ça permet de valider nos connaissances. Et à partir du moment où on a pu l'expliquer clairement, ça veut dire qu'on le maîtrise. Donc c'est un exercice que je fais vraiment volontairement. Je crois que ça participe
beaucoup de personnes sont satisfaites de pouvoir en profiter. Et je pense que tout le monde en profite aussi. Donc c'est très agréable à faire. Analysons le marché maintenant. Beaucoup ont découvert Bitcoin avec la bulle de 2017 et estiment que plus jamais un Bitcoin ne retrouvera son niveau de 20 000 $. Alors pour rappel, Bitcoin navigue autour de 8 000 $ aujourd'hui. Là. Or, il a connu au moins 3 autres bulles avant celle-ci et il est très probable que l'histoire se répète à nouveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se forme une bulle jusqu'à son éclatement ? Alors, les phénomènes qu'on a observés sur Bitcoin, ce sont des phénomènes qu'on peut appeler de tendance. Et quelle est la caractéristique d'une tendance ? C'est qu'elle s'auto-entretient. Donc, à partir du moment où il y a une dynamique qui s'installe, que ce soit à la hausse ou à la baisse, c'est applicable. À partir d'un certain moment, il n'y a plus vraiment de rationalité. Et on est complètement dans l'irrationnel. À partir du moment où les gens achètent, voient que ça monte, ils en achètent plus. Il y en a d'autres qui achètent plus, et ça quelque chose qui s'auto-entretient. C'est encore plus exacerbé à partir du moment où on est en découverte de prix. C'est-à-dire qu'on dépasse un prix qui n'a jamais été observé dans l'histoire du Bitcoin ou d'un actif. Et à ce moment-là, que ce soit, disons, 40 000 $ ou 80 000 $, c'est la même en fait. Quasiment, on s'échappe de ce qui est fondamental. Rien ne justifie que ça vaille 2 fois plus en quelques semaines. Et pourtant, le prix, lui, va doubler. Ça peut, donc ça marche également dans l'autre sens, à la baisse. Et donc on a ce principe-là on va dire de directionnalité du marché qui s'installe. Après, généralement, ça se passe après une certaine stabilité du marché. Donc le marché est soit en direction, soit stable. Et c'est des phénomènes qui s'auto-entretiennent au fil du temps, en plus de l'irrationalité d'être en découverte de prix. Et je pense que là, le Bitcoin est toujours sous-évalué et qu'il y a encore une ou deux découvertes de prix à faire d'ici quelques années. D'accord. Donc le record de 20 000, en fait, le jour où il sautera, c'est peut-être là qu'on pourra entrevoir une autre bulle parce qu'il n'y a pas encore il n'y a pas de supérieur à 20 000 pour l'instant, c'est ça ? Donc moi je pense qu'il ne faut pas quantifier la valeur vis-à-vis d'un Bitcoin. Je pense qu'il faut parler en capitalisation totale. Donc la capitalisation, c'est quand on multiplie le nombre de Bitcoins existants fois sa valeur. Et donc la capitalisation actuelle, c'est de l'ordre de 120 milliards. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose de comparable au Bitcoin qui est le marché de l'or, et l'or ça vaut 8 000 milliards. Donc je pense qu'il y a encore un facteur 50-80 qui peut s'installer, donc ça nous envoie au plus de 100 000 $ par Bitcoin. Donc à partir du moment où on peut s'échapper des 20 000 qui sont une barrière psychologique, on sera dans une découverte de prix et très probablement on aura de nouveau un phénomène de bulle qui pourrait s'installer derrière. D'accord. Et vous citez le 100 000 $ par Bitcoin, j'imagine que c'est pas au hasard, c'est votre objectif ? Alors ici j'ai dit que ça peut aller au-delà, mais si donc on fait une règle de 3 en mettant la capitalisation du Bitcoin à 8 000 milliards, ça nous fait un Bitcoin à 430 000 $. Alors maintenant, il y a 2 scénarios, soit ça équivaut l'or, soit ça va à mi-chemin avec l'or et ça lui prend une partie du market cap. À ce moment-là, on pourrait dire que ce serait à mi-chemin, 4 000 milliards pour le Bitcoin, on va dire, 4 000 milliards pour l'or. Et donc, on a un Bitcoin qui est de l'ordre de 210 000 $ par Bitcoin. Alors, juste pour préciser aux personnes qui nous écoutent, pourquoi on compare le Bitcoin à l'or ? C'est parce que le Bitcoin est considéré un peu comme de l'or électronique, c'est-à-dire qu'il y a une quantité finie sur Terre, il ne pourra pas en avoir plus de 21 millions, comme il y a une limite d'or sur Terre, et il ne peut pas y en avoir plus que je ne sais pas combien il y a d'or sur Terre, mais voilà, il y a une quantité finie. C'est pour ça qu'on les compare. Oui, et je tiens à dire une remarque, ce n'est jamais qu'un modèle ici que j'ai choisi théorique. Je ne prône pas que ce soit que cette vérité-là, à chacun de faire ses études. Je ne suis pas là pour dire que le Bitcoin vaudra forcément cette valeur-là. C'est un modèle qui est tout à fait plausible. Il y a des hypothèses qu'on pourrait étayer pendant des heures pour dire que c'est quelque chose de valable et qui commence à faire son chemin finalement auprès des analystes, etc. Et beaucoup commencent à s'accorder que ça pourrait avoir un intérêt financier global pour, on va dire, être un or digital. C'est quelque chose de tout à fait recevable actuellement. D'accord, donc entre 100 000 et 450 000 $, c'est un objectif pour vous ? Je pense qu'à maturité, le Bitcoin va atterrir vers cette zone-là. Oui. Alors, sur les réseaux sociaux, vous faites souvent allusion à la logique de Wyckoff.
Alors c'est une théorie financière imaginée au début du XXe siècle qui estime que tous les actifs cotés en bourse traversent en boucle une série de 4 phases distinctes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Donc en fait, Wyckoff, c'est donc un théoricien du XXe siècle qui finalement est pas fort étranger à Dow, qui a fait la théorie de Dow, ou plus récemment Weinstein, ou encore plus récemment Minervini. En fait, tout ça, ils ont étudié un peu comment fonctionnaient les marchés, et ils arrivent tous à la même conclusion, plus ou moins, qu'il y a ces histoires de tendances qui s'auto-alimentent. À partir du moment où il y a une spéculation à la hausse qui se fait, le marché s'emballe, et donc il va commencer à progresser. À partir du moment où il progresse, il va commencer à s'éloigner de sa valeur fondamentale. Donc ça, on va dire que c'est un marché haussier. Et en général, le marché haussier n'est pas rationnel, il ne va pas commencer à augmenter de manière linéaire. Il y a, par exemple, Dow, je pense que lui dit qu'à un moment donné, c'est finalement les particuliers qui arrivent en dernier. Et c'est un peu eux qui se tirent une balle dans le pied et qui actionnent le piège de ce qui va leur arriver, de leur destinée. C'est les gens qui achètent au dernier moment quand c'est tout en haut et juste avant que ça se casse la figure, quoi. C'est ça, donc il y a une séparation, on va dire, entre des professionnels qui passent leur temps, des années à étudier un actif, qui savent quand rentrer, etc. Et une distinction avec, on va dire, les amateurs, qui eux se réveillent, ils se disent « Ah oui, ok, ça a augmenté, oh, je vais en acheter aussi ». Mais eux ne remarquent pas qu'il y a eu un travail préalable qui a été fait pendant des années par des professionnels qui sont déjà dans le marché. Et donc il y a un peu ces deux caractères antagonistes qui, la dernière partie, les amateurs vont en général propulser le prix vraiment très haut, vont s'éloigner d'un prix fondamental de modèle qu'on pourrait modéliser. Et donc à un moment donné, la réalité va reprendre le dessus et on va revenir vers cette valeur fondamentale. Ça s'accompagne par une chute qui elle-même est exacerbée. Donc du coup, on va redescendre donc beaucoup plus bas de la valeur. Donc on a toujours ce principe d'une tendance qui s'alimente à la hausse, une distribution, on appelle ça, donc entre l'argent qui a mis des années à comprendre un actif, qui voit une opportunité phénoménale de pouvoir la vendre de manière surévaluée aux derniers arrivants. Et puis ça fonctionne comme ça depuis des siècles. Donc les bourses, ça existe depuis le XVIIe, XVe siècle. C'est observé depuis des centaines d'années. Donc peu importe finalement l'avènement technologique dans lequel on est, que ce soit via Internet, via une place de marché comme il y a plusieurs siècles, finalement un marché d'offre et de demande fonctionnera quand même toujours de la même manière, tant qu'il y a des humains aux commandes. Donc voilà, c'est ces principes-là qui ont été observés. Ça a été théorisé, en effet, par Wyckoff, par exemple. Et donc, pour résumer, les 4 phases distinctes, c'est lesquelles, si on pouvait les résumer rapidement, hein. Oui, donc il y a ce qu'on appelle une accumulation. C'est un prix qui est très stable, où on n'entend pas parler d'un actif, où les professionnels sont en train d'étudier, se demandent si c'est opportun d'investir. La liquidité est très faible, donc ils doivent passer du temps pour rentrer, etc. Puis alors on a ce qu'on appelle une phase haussière, directionnelle, donc c'est une tendance à la hausse. Et puis on a la distribution. Donc quand tendance à la hausse, c'est un moment, le cours commence à frémir vers le haut. Voilà, c'est ça. Donc on peut l'expliquer par finalement l'offre a été raréfiée par des acteurs professionnels, on va l'appeler smart money. Ils ont acheté tout ce qui était disponible pendant des années, pendant l'accumulation. Parce qu'ils étaient persuadés que cet actif avait de bonnes perspectives, donc ils ont accumulé. Et donc, voilà. Oui, donc l'offre est raréfiée, la demande augmente. Donc en fait, quand on fait une matrice offre-demande, on dit généralement pourquoi est-ce que ça monte ? Parce qu'il y a plus de demande que d'offres. En fait, l'état offre-demande, on pourrait faire une matrice de 3 états pour la demande et 3 états pour l'offre, ça fait 9 cases. On pourrait mettre que la demande augmente, est stable ou diminue, et pour l'offre, on pourrait dire qu'elle augmente, est stable et diminue. Donc ça nous fait comme ça, en fait, 9 états possibles. Et l'état possible où on a une tendance, c'est quand l'offre a été diminuée et la demande augmente. Donc là, on a vraiment une directionnalité du marché. Donc ça propulse des prix au-delà de ce qui est fondamentalement modélisé et accepté comme étant la valeur correcte. À ce moment-là, les professionnels vont profiter de cette opportunité pour distribuer. Donc ça, c'est une phase aussi où le prix finalement arrête d'augmenter.
Et donc, il y a Ça veut dire quoi exactement distribuer? donc, du coup, il y a, on voit que le prix a du mal à augmenter, ne fait plus de nouveaux hauts. Du coup, le marché s'interroge. Et on voit que c'est des fluctuations, c'est assez chaotique. Et on n'a plus ce rythme de hausse. Et du coup, là, le marché est en train de réévaluer finalement toutes ses positions, etc. Et donc, on a un moment où le prix est assez stable À nouveau, hein. de manière extérieure, mais en fait, au niveau intérieur, il y a énormément de distribution, c'est-à-dire que les professionnels vendent leur position pour d'autres personnes moins initiées vers les amateurs, entre guillemets. Alors c'est très cynique quand on dit ça, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est pas nécessairement mauvais, ça se passe comme ça, c'est impossible de pouvoir faire autrement. Donc c'est la prime à ceux qui se sont intéressés le plus tôt et qui ont fait le dos rond le plus longtemps, en fait, c'est ça? Oui, exactement. Et puis alors, on a la baisse qui apparaît derrière, parce qu'on n'a plus ces acheteurs professionnels qui sont là pour soutenir un cours, ils sont même à l'inverse, donc ils ont une offre exacerbée. Les amateurs ont beaucoup moins de puissance pour retenir le cours, et le cours, à ce moment-là, commence à diminuer. D'accord. Et après, on va vers Donc le là, crack. on a fait un cycle complet. On l'a connu, par exemple, de 2014 à 2019, un cycle complet. On a une accumulation tout 2015, 2016-2017, une hausse, une baisse 2018, et on refait actuellement, je pense, une accumulation en 2019, qui est peut-être maintenant déjà lancée vers une hausse. D'accord, on en avait déjà parlé dans un article précédent, mais selon vous, la dynamique baissière a été brisée le 1er avril dernier. Donc là, on se dirigerait quand même vers une période haussière. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, le 2 avril, on a eu un signal assez fort. Donc on a eu de décembre au mois d'avril un prix qui oscillait entre 3 000 et 4 000 $. Donc très bas, quoi. Oui. Mais il n'allait pas plus bas. Donc à ce moment-là, il y a peut-être eu un questionnement du marché, des positionnements qui sont refaits. Et puis alors, on a eu en effet une cassure de plus de 1 000 $ d'un coup, qui est quasiment la hauteur du range dans lequel on était depuis des mois, en un jour. C'est un signal très fort. Ce genre de sortie à la hausse, on ne l'a plus observé depuis 4 ans. On l'avait vu en 2015, quand on était sorti du marasme de 2015, une sortie à la hausse. Là, on a plus ou moins la même configuration, un marasme de 4-5 mois et une sortie à la hausse. C'est la première fois qu'on revoyait un signe de force après un cycle baissier. Tout 2014, ça avait fortement baissé. C'est la première fois qu'on voyait ce genre de réaction. Et vous êtes parfois un peu dur avec les médias lorsqu'ils essayent de lier une variation des cours du Bitcoin avec une information en particulier. Selon vous, les mouvements sur les cours sont uniquement liés à l'analyse technique et pas aux informations? C'est-à-dire qu'il faudrait que j'étaye quand même cette réponse, parce que c'est quand même un peu difficile de l'expliquer à travers un micro en 2 minutes. Mais en effet, je pense que l'activité, on va dire, pour résumer, que l'activité des médias va vous mener à prendre de mauvaises décisions. Elle est très corrélée en fait au prix. Et alors, si moi je peux résumer en fait ce principe, c'est que je vais dire que le prix fait les news et pas l'inverse en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où le prix va commencer à baisser, alors qu'on peut voir techniquement ce genre de tendance, on peut l'anticiper en voyant des graphiques, en passant du temps finalement à étudier ces graphiques, et qu'on attend que les médias nous disent c'est le crash, etc. Ça va anticiper finalement une réaction qui arrive trop tard dans le gros du mouvement. On aurait dû être positionné avant. Donc le prix est en train de faire la news. A contrario, par exemple, récemment, à partir du moment où le prix commence à augmenter, on va chercher chaque fois des news qui sont... en fait, il y a une chambre d'écho qui se fait. Donc on va dire 2 news qui vont apparaître, une bonne, une mauvaise. Et en fait, vu que le prix est en train d'augmenter et qu'il y a une certaine émulation, ça va faire écho sur la bonne news, et on est en train de rater la mauvaise news, par exemple. Donc à ce moment-là, on est entouré de news qui ne sont que bonnes parce que le prix est en train d'augmenter. Et donc du coup, ça peut mener si on est baigné dans ce genre d'infos, genre par exemple France 2, c'était la première fois qu'ils en parlaient au JT, je crois, du Bitcoin, c'était en novembre 2017, quand on dépassait les 10 000 $. Mais quand on est finalement entouré de ce genre d'informations, on va prendre une mauvaise action, je pense. Acheter à ce moment-là, c'était un des pires moments d'achat de Bitcoin sur les 2 dernières années par rapport à cette date-là, en novembre 2017. Donc,
Voilà, c'est pour ça que je suis assez dur envers les médias, parce que c'est une chambre d'écho qui sert finalement ce que l'auditeur, le lecteur veut entendre. Et finalement, on n'a que très peu de valeur sur des décisions qui sont très importantes qu'on va prendre avec notre argent. Donc en fait, pour simplifier, quand un média vous dit ce serait peut-être le moment d'acheter, en fait, c'est le moment où il faut vendre. C'est ça, donc ça, j'en ai déjà parlé dans différentes interviews. C'est-à-dire que c'est quelque chose que les professionnels appréhendent. C'est-à-dire que l'intérêt des médias, en fait, qu'est-ce que ça nous dit? Quel est l'enseignement? C'est-à-dire qu'on est peut-être en train de perdre un avantage qu'on avait. C'est-à-dire qu'on avait pu modéliser, par exemple, depuis 2015, que le marché du Bitcoin allait augmenter, etc. Et puis, on l'a anticipé 2 ans avant que les médias commencent à en parler. Et à partir du moment où les médias en parlent, on peut se poser la question, finalement, est-ce qu'on a encore un avantage, nous, en tant que professionnels, si tout le monde, finalement, a ce genre d'informations? Et c'est à ce moment-là qu'en général, le pire arrive. Donc, je suis d'accord avec ça. D'accord. Et moi, il y a une question que j'ai envie de vous poser, c'est si se repasser une crise financière comme celle de 2008 avec la chute de Lehman Brothers, moi, je me suis toujours dit que si Bitcoin avait existé en 2008, ce jour-là, le jour où on officialise vraiment la crise financière, il aurait pris énormément de valeur. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver avec une news pareille? Donc ça, c'est un sujet dont on parle énormément entre analystes, etc. Pour l'instant, le consensus et la conclusion qu'on peut tirer, c'est que oui, le Bitcoin n'a pas de corrélation. Enfin, pour l'instant, le Bitcoin n'a pas de corrélation avec les marchés, qu'il soit actions, etc. Donc c'est vraiment un asset qui est à part. Donc on n'arrive pas à dire déjà s'il a une réaction qui est antagoniste au marché action. Donc en fait, quand il y a une crise financière, on va dire que c'est le marché action qui chute. On n'arrive pas à dire si vraiment le Bitcoin pourrait, avec les données actuelles, être antagoniste, c'est-à-dire monter. On a déjà vu des moments où c'était le cas. On a vu des moments aussi où le marché action baissait, le Bitcoin baissait également. Comme en novembre dernier d'ailleurs. Oui, donc on n'arrive pas à dire si voilà. Pour l'instant, avec les données qu'on a, vu qu'on n'a pas encore eu de crise financière, on ne sait pas le dire pour l'instant. Après, il y a un autre thème, c'est est-ce que le Bitcoin est ce qu'on appelle flight to safety, un recours vers la sécurité. C'est un titre qu'on donne à l'or, par exemple, ou des secteurs défensifs des marchés actions, genre des matières élémentaires dont on a besoin. C'est un secteur défensif qui augmente relativement quand il y a une crise financière. Alors le thème, c'est est-ce que Bitcoin est un recours à la sécurité? Je pense que probablement avec un minimum de logique, oui, je pense qu'on peut quand même l'affirmer. Mais pour l'instant, il pourrait être aussi un objet technologique plutôt du côté innovation, qui, là, on peut dire que c'est un secteur agressif qui va dépendre surtout de la santé financière de portefeuilles de personnes qui sont exposées au marché action. Donc, on va dire qu'il y a ces deux phénomènes qui s'entrechoquent. Donc, on est d'un côté quelque chose de très tech, agressif, qui pourrait subir finalement la crise. Et d'un autre côté, est-ce que ça pourrait être un flight to safety? Peut-être. Donc, il n'y a pas de consensus actuel. Oui. Ouais, rien n'est écrit. Rien n'est écrit. Oui. Et beaucoup de traders reprochent au marché d'être manipulé par de très gros porteurs qui se coordonneraient pour faire chuter le marché à des moments clés afin de racheter les positions des autres ensuite à bon prix. On appelle ces personnes-là dans l'écosystème les baleines. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'ils existent vraiment? Alors c'est très bien. On a écrit un article avec vous sur le sujet. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui. Donc j'espère qu'ils pourront aller le lire. On le mettra en référence. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on avait conclu avec une étude et une deuxième qui a encore corroboré ces faits, c'est que en fait les baleines, ce sont les professionnels, on va dire, parce qu'à partir du moment où quelqu'un a énormément de Bitcoin, il a vu la fluctuation arriver. Il l'a vécu et à un moment donné il se dit qu'il doit le faire gérer par des gens qui s'y connaissent peut-être mieux. Alors soit il apprend la matière comme moi j'ai fait par exemple, ou soit il le donne à des professionnels qui vont le faire. Ce qu'on a remarqué finalement, c'est que ces gros portefeuilles, ils sont plutôt là pour lisser en fait les phénomènes, que ce soit à la baisse ou à la hausse, où il y a des extrêmes de marché, des climax de marché. Donc, c'est-à-dire, à partir du moment où le Bitcoin commençait à passer de 7 000 à 20 000 $ en 2 semaines, je crois, je pense que les whales, eux, ont commencé à vider leur position. Et c'est ce que nos études ont montré. Et encore mieux qu'ils étaient là parce que le Bitcoin serait monté peut-être à 50 000 $.
dans la foulée, et le crash aurait été encore plus catastrophique, en fait. Et à l'inverse, le climax de vente, je pense que si les whales, en fait, l'étude a remarqué qu'au plus le Bitcoin baissait des 6 000 à 3 000, là, il y a vraiment eu une accumulation plus forte, concentration plus forte vers les gros portefeuilles. C'est eux qui ont absorbé la chute. S'ils n'avaient pas été là, je pense que le Bitcoin aurait pu tomber à 1000 d'une fraction d'instant. Hein. Mais ils sont là plutôt pour finalement cadenasser le marché, pas qu'il s'envole ou se crache. Donc en fait, ils sont utiles. Mais donc c'est un fonctionnement qui existe depuis des siècles, et c'est ce que Wyckoff a remarqué, etc. Donc en effet, si on travaille, ça a de la valeur sur les marchés, on peut l'appliquer, et on peut en être récompensé. Donc c'est ça qui amène les gens à étudier les choses sur les marchés, et c'est eux qui font les whales de demain ou d'aujourd'hui. D'accord. Donc crier au complot, c'est juste parce qu'en fait, on a été un mauvais investisseur et qu'on s'est fait avoir par un mouvement, quoi. Mais c'est ça que l'humain est génial, c'est-à-dire qu'il est sale, il a ses revers, c'est beau à voir, et en effet, on n'arrive pas parfois à admettre qu'on a eu tort, donc on préfère se reporter à quelque chose d'autre. Donc en général, oui, c'est une excuse qui est tirée d'un chapeau parmi plein d'autres excuses, et ça arrive toujours à un moment donné où c'est forcément une manipulation. Et maintenant, j'ai une dernière question maintenant qui est en apparence très simple, mais peut-être un peu compliquée pour y répondre, mais est-ce que la spéculation, c'est mal ? Alors ça, c'est un sujet que j'ai moi-même investigué. C'est-à-dire que moi, je suis un homme de science, je n'étais pas du tout prédestiné à faire de la finance, et quand j'ai décidé de me lancer là-dedans, j'ai quand même fait une introspection, je me suis quand même dit, est-ce que finalement, ce que je fais a du sens ? J'ai fait mon étude, je pense que la spéculation, finalement, c'est bien, à de nombreux égards, en fait. À partir du moment où le monde a besoin de plus de financiarisation, à plusieurs égards. Je crois qu'il faut plus de liquidité dans les marchés. Peu de liquidité, ça fait un prix qui, à la vente ou à l'achat, on appelle ça un spread, sera très grand. Et ça profite en général à personne, en fait, qui ait un spread énorme entre le vendeur et l'acheteur. Donc je pense qu'il faut plus de liquidité dans les marchés. Je pense qu'il faut plus de professionnels dans les marchés. Pourquoi ? On remarque par exemple les commodités, les matières premières alimentaires. On remarque qu'au fil de la mondialisation, en plus de la financiarisation du monde qui a augmenté, on peut voir que les matières premières sont plus abondantes et ont baissé au fil du temps. Je pense et il y a eu moins de volatilité aussi. C'est ça que je veux dire, c'est que le prix du blé, par exemple, variait beaucoup plus il y a 30 ans qu'actuellement. Et je pense que ce n'est pas étranger au fait qu'il y ait plus d'acteurs de whale dont on vient de parler, dont on a expliqué finalement l'effet qui peut être vertueux. Alors je ne dis pas que tout est rose, il y a des problèmes, on ne peut pas les éviter, c'est certain, mais je pense qu'ils sont minimes par rapport aux apports que la spéculation peut apporter. Et en plus de cela, c'est en général les spéculateurs qui sont les premiers pionniers dans de nouveaux secteurs qui vont apporter la liquidité, mais aussi le financement de nouveaux secteurs. Si on veut tuer la spéculation, je pense qu'on est dans un monde qui est figé, dont le progrès devient de plus en plus fragile. Donc on peut citer des régimes politiques qui décident que le marché finalement n'a pas lieu d'être et qu'on doit planifier l'économie. Alors ça c'est peut-être très bien. Je pense que dans la réalité, on a remarqué qu'abandonner cette liberté de spéculer sur des nouveaux secteurs et de laisser les choses se faire, souvent avec les mêmes cycles, on observe souvent les mêmes choses, finalement c'est abandonner des secteurs qui ne vont jamais naître, et ça fragilise le progrès, et ça peut mener à la perte de la société. Merci beaucoup Mathieu Jamard d'être passé dans 21 millions. Merci à vous. Merci beaucoup à Mathieu Jamard pour sa participation à 21 millions. Merci également à Ezad qui a composé le générique. Vous pouvez retrouver leurs références dans la description et les précédents épisodes sur Apple et Google Podcast, SoundCloud, Spotify, Deezer et YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ces plateformes, c'est ce qui contribuera à faire grandir 21 millions. Et vous pouvez également me contacter sur Twitter, Grégory_Raymond, pour me suggérer le thème ou la personnalité que vous souhaiteriez entendre au prochain épisode. À bientôt!